Les experts d'Europe 1 avec, comme chaque matin, autour de la table, Alex Taylor pour parler d'Europe. Good morning. Alors le mot aujourd'hui c'est heureux en danois, c'est lykkelig. C'est très beau, lykkelig. Axel de Tarlé qui zoome sur l'économie, Alexandre Cara qui nous révèle chaque matin l'information politique du jour et puis Anne Le Gall qui innove et nous raconte notre vie de demain. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour Patrick. Et on commence avec vous, Axel de Tarlé, par une bonne nouvelle pour les professionnels de l'immobilier et le secteur du bâtiment. Les ventes de logements neufs repartent nettement à la hausse. Oui, Que se passe-t-il ? alors après des années de marasme, sur les 3 derniers mois, on a eu plus 18% donc pour les ventes de logements neufs. Ça fait 4 trimestres que ça repart. Alors que se passe-t-il ? Eh bien, il y a quelque chose qui marche très fort et qui représente maintenant plus de la moitié des ventes de logements neufs en France. C'est ce qu'on appelle l'investissement locatif. Ça fait plus 56% là sur les 3 derniers mois l'investissement locatif. Donc vous savez, on achète un bien, enfin un logement, et on le loue, et du coup on a une réduction d'impôt. Alors pourquoi ça marche très fort ? Oui, parce que ça existait déjà auparavant. Ça existait avant. Alors vous êtes en plein dedans. Et avant ça ne marchait pas. C'était le Duflo qui était assez contraignant. En plus, je vais vous dire, le nom Duflo déjà il donnait de l'urticaire aux propriétaires. Alors que là, le nouveau dispositif s'appelle le Pinel et il est plus souple. Notamment, on peut y faire loger ses enfants. Donc c'est très très tentant pour un propriétaire. Et la réduction d'impôt va jusqu'à 21%. Donc, ces achats-là pour louer dans un but d'épargne, ça représente maintenant plus de la moitié de la construction de logements en France. En revanche, ça patine toujours pour les autres, notamment les jeunes, vous savez, ceux qui veulent acheter pour vivre dedans, pour être propriétaire, tout simplement. Pourquoi ? Parce que là, l'immobilier reste très cher et donc s'il n'y a pas le coup de pouce fiscal, ça reste très cher. Mais néanmoins, grâce au Pinel, ça repart et c'est une bonne nouvelle, notamment parce que maintenant il va falloir les construire, ces logements. Oui, voilà. Ouais. Et donc c'est une bonne nouvelle pour tout le secteur du bâtiment qui rame depuis un petit bout de temps, 4 ans, 20 000 faillites chaque année. Et donc là, enfin, en 2016, ils vont voir la lumière au bout du tunnel. Merci Axel de Tarlé. Du bonheur, Alex Taylor avec vous, avec une étude danoise à propos de Facebook. Oui, l'Institut danois de recherche sur le bonheur, quand une telle chose existe, a pris 1095 Danois utilisateurs réguliers de Facebook, les a divisés en 2 groupes. L'un interdit de Facebook pendant une semaine, l'autre utilisant Facebook comme d'habitude. Les résultats sont clairs et nets. Ceux qui ont quitté Facebook étaient nettement plus heureux à la fin. Ceux qui sont restés, 55% plus stressés et 39% de plus de chances de se sentir moins heureux que leurs amis. Alors pourquoi ? Alors, c'est assez simple parce qu'on se sent moins en situation de comparaison constante. Facebook, c'est un peu la vie photoshopée. Si vous l'utilisez comme moi, vous ne postez que les éléments positifs, les vacances. Vous parlez de la réussite de vos enfants, vous ne dites pas forcément qu'ils ne mangent pas de légumes. Donc, le fait d'être constamment bombardé de bonnes nouvelles de tout le monde déprime les gens. Je cite l'étude, les gens regardent ensuite par la fenêtre, le ciel est gris et il pleut, surtout au Danemark, et ils se sentent plus solitaires et moins adaptés à la vie de manière générale. C'est quoi cet institut alors précisément ? C'est sérieux Alors, ou pas ? c'est un peu fumeux. C'est un think tank en fait. Quand on va sur leur site, je l'ai tweeté sur hashtag un matin, on est accueilli tout de suite par la photo d'une gamine danoise souriante avec le drapeau, je trouve personnellement un peu crispante. Ils font du Facebook aussi. Grave. Ils ont mené des recherches par exemple dans la ville de Dragør, qui est la ville la plus heureuse au Danemark. Dragør. Je crois que ça commence. La ville la plus heureuse au Danemark est déjà le pays le plus heureux au monde pour trouver en fait, au bout d'une année, que si les gens se parlent un peu plus, ils sont plus heureux. Mais, morale de l'histoire, si on regarde très caché dans les notes de bas de page, presque tout le monde de cet échantillon est retourné ensuite sur Facebook. Bon, faut se déconnecter un petit peu quand même, quoi. C'est ça. Nous allons le faire ce week-end, je vous le propose. Voilà, merci Alexandre Cara. Ce matin, vous nous parlez des commémorations de la Première Guerre mondiale qui vont se poursuivre à un rythme très soutenu l'année prochaine. Oui, Patrick, et avec une invitée vedette pour ces commémorations, une nouvelle qui va faire très plaisir à Alex Taylor, de Queen is Back, la reine Elisabeth en personne, viendra en France pour l'anniversaire de la bataille de la Somme le 1er juillet. Une énorme cérémonie avec 10 000 invités. Pour la première fois, une cérémonie qui sera le fruit d'une organisation conjointe franco-britannique. Oui, alors l'année prochaine, c'est l'anniversaire de la plus terrible des batailles, Verdun. Oui, et à l'Élysée, on fait de cette cérémonie la priorité des priorités. François Hollande et Angela Merkel se retrouveront à cette occasion le 29 mai à Verdun, entouré de 4 000 jeunes Français et Allemands. Pendant un temps, les organisateurs ont même envisagé
décidé d'inviter tous les parlementaires européens, mais après avoir fait les comptes, ils se sont aperçus qu'entre un quart et un tiers de ces parlementaires étaient eurosceptiques, donc on s'est dit que ça allait faire désordre, donc finalement on ne les a pas invités. Oui, mais cela dit, ça reste une véritable priorité politique, ces commémorations. Absolument, c'est le cas, Patrick. Avec ces cérémonies, François Hollande veut mettre en scène une image aussi forte que celle laissée par le couple Mitterrand-Kohl, main dans la main, c'était à Verdun en 84, vous en souvenez, et dans le même temps, les équipes du président réfléchissent à une possible initiative européenne qui serait lancée au même moment. Donc vous le voyez, c'est bien un dossier prioritaire, d'autant que les communicants de l'Élysée se sont aperçus qu'en termes d'image, les initiatives mémorielles étaient toujours positives pour le président. Alors autant vous dire que le centenaire, à quelques mois de la présidentielle, le centenaire de la Première Guerre mondiale, tombe à pic. Oui, mais vous dites main dans la main, j'espère qu'il ne songe pas un instant à ce que le président Hollande tienne la main de la reine, parce que vous savez, c'est totalement un galanterie. Ça n'arrivera pas. Angela Merkel. Une question, non, Angela Merkel plutôt, oui. Une question pour vous. Vous savez, quand est-ce qu'Elisabeth II est venue pour la première fois en visite d'État en France? Quand elle avait 18 ans, non, c'est pas ça? Elle avait 30 ans, c'était en 1957, donc vous voyez, ça fait déjà un bout de temps. L'année de ma naissance. Ouais, mais c'est ça c'était en visite d'État, alors tout. qu'elle était venue effectivement en touriste bien avant elle est venue à en Paris. touriste bien avant, bien voilà, évidemment. c'est ça. Merci. Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Et avec Anne Le Gall, on parle innovation et des cafards qui intéressent de plus en plus les ingénieurs. Voilà, vous prenez tous un air dégoûté. Ouais, bah Effectivement, le cafard n'est pas glamour a priori, mais il commence à faire rêver les ingénieurs parce qu'on leur découvre de plus en plus de pouvoirs étonnants. On savait déjà que le cafard peut porter jusqu'à 5 fois son poids, qu'il peut résister à des chutes de plusieurs dizaines de mètres. Et là, des chercheurs de Cambridge viennent de montrer que les cafards sont capables de mordre avec une puissance qui correspond à 50 fois leur poids. Donc ils ont une mâchoire proportionnellement 5 fois plus puissante que la mâchoire humaine. Et les scientifiques viennent de découvrir pourquoi. C'est à cause d'une disposition des muscles de façon très spéciale. Ils sont disposés en biais et c'est ça qui permet de concentrer autant de force dans de toutes petites mandibules. Et donc ça sert à quoi de savoir tout ça, Anne? Oui, ça sert à quoi d'avoir autant de détails sur la mâchoire des cafards à l'heure du petit déjeuner? Eh bien, ça permettra de faire du biomimétisme. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'inspirer des cafards et de leurs muscles pour, par exemple, concevoir des micro-pinces en chirurgie ou des dispositifs médicaux qui pourront comme ça s'accrocher très solidement aux tissus et aux artères du corps humain. Et puis, par ailleurs, vu que les cafards sont très robustes, eh bien, on pourra aussi copier leur fonctionnement pour en faire des mini-robots tout-terrain ou alors les équiper de caméras, puisqu'ils peuvent supporter leur poids, pour qu'ils aillent explorer des zones inaccessibles pour nous, comme des bâtiments effondrés ou des sous-sols. Et ça, ce sont des expériences qui sont menées par des chercheurs au Texas. Il faudra quand même les maîtriser, en fait, ces cafards. Alors, on peut les maîtriser à distance. On peut dompter un cafard, alors. Et alors, il y a des dispositifs qu'on branche sur leur cerveau pour les commander à distance. Alors après, justement, ça peut être éthiquement contestable. Est-ce qu'un jour, on saura si les cafards sont heureux? Puisqu'on sait tout. Il n'y a pas Facebook. En tout cas, ils ne regardent pas Facebook. Merci à tous, merci aux experts et bon week-end à vous.